Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, Lucille Schmitt, vice-présidente de... La Fabrique, voilà, j'allais dire la Fondation écologique, de la Fabrique écologique, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Sommes-nous trop sensibles ?» Il est chapeauté ainsi « L'époque paraît tout aussi bien marquée par une vague d'hypersensibilité émotionnelle que par une forme d'indifférence collective. » C'est ce paradoxe apparent que nous avons souhaité explorer dans ce numéro du 1 pour comprendre les évolutions de notre façon d'être au monde à travers les regards de la psychiatrie, de l'histoire, de la philosophie ou encore des neurosciences. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 16 février. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et nous retrouverons mercredi l'avant-dernier épisode de notre série consacrée à Notre-Dame avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent, naguère directrice du patrimoine. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. N'oubliez pas que vos contributions sont défiscalisées et qu'elles sont essentielles à notre fonctionnement. Intéressons-nous maintenant au premier des deux sujets que nous avons retenus, celui des élections allemandes. À quelques semaines des élections législatives en Allemagne le 23 février, le dernier baromètre de la chaîne de télévision ARD indique que 37% des Allemands considèrent l'immigration ou l'asile comme l'un des deux problèmes politiques auxquels les politiques doivent s'attaquer en priorité, juste avant l'économie, 34%, et très loin devant la guerre et la paix, 14%, l'environnement et le climat, 13%, et l'injustice sociale, 11%. La succession des attaques au couteau de la part d'étrangers est de nature à populariser le discours anti-migrant du parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne, AfD, partisan de l'avènement d'une politique européenne plus résolue à Berlin. La tête de liste chrétienne-démocrate CDU, Friedrich Merz, a fait sauter mercredi le cordon sanitaire avec l'extrême droite en proposant un texte plaidant pour un durcissement de la législation en matière d'immigration qui a obtenu une courte majorité au Bundestag grâce aux voix de l'AfD. Un vote dénoncé par l'ancienne chancelière, Angela Merkel, et sur le volet économique, conformément aux prévisions des experts, le produit intérieur brut allemand s'est contracté de 0,2% en 2024, marquant une deuxième année de récession après une baisse de l'activité économique de 0,3% en 2023. Les indicateurs de janvier sont si faibles qu'une troisième année de récession n'est pas exclue. Éclipsé par l'immigration et l'économie, le sujet de la guerre en Ukraine a refait surface à l'approche du scrutin, rappelant la profondeur des clivages qu'il suscite, y compris au sein du gouvernement. Une querelle persistante oppose le chancelier social-démocrate Olaf Scholz à ses ministres de la Défense Boris Pistorius et des Affaires étrangères Annalena Baerbock, membre du Parti écologique des Verts, au sujet d'une rallonge budgétaire de 3 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Réclamée par les deux ministres, cette enveloppe est bloquée par la chancellerie. Le pays est lui-même divisé sur le sujet. Les enquêtes d'opinion montrent qu'une majorité d'Allemands soutient l'aide à l'Ukraine, mais pas la livraison de missiles de croisière Taurus qui permettrait à Kiev de frapper le territoire russe en profondeur et à laquelle Olaf Scholz s'est jusqu'ici toujours opposé. Dans les sondages, l'AfD pointe en deuxième position, gagnant du terrain, selon une étude parue à la mi-janvier qui crédite la formation de 22% des suffrages derrière les conservateurs du camp CDU-CSU, autour de 30%, mais devant les sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz, eux autour de 16%. La formation à la rhétorique anti-migrant et qui prône un rapprochement avec la Russie a reçu le soutien appuyé d'Elon Musk, allié et appui financier de Donald Trump, avec lequel Alice Weidel, investie par l'AfD pour conquérir la chancellerie allemande, a dialogué plus d'une heure lors d'un échange public le 9 janvier sur le réseau social X qui appartient aux milliardaires. Sur cette question,
J'allais dire Angela Merkel, je pense que je suis au commencement de ma fin. Michaela Wiegel. Oui, en fait, Angela Merkel qui avait dit qu'elle voulait plus parler, elle est intervenue contre son rival de toujours, Friedrich Merz, dans le débat politique. Mais je voulais dire en ouverture que l'Allemagne, à quelques semaines des élections anticipées, ressemble étrangement à la France. Je vois trois caractéristiques. Une fragmentation très forte du paysage politique qu'on n'avait pas connu auparavant. Une polarisation autour du sujet de l'immigration et une économie à la peine. Alors tout d'abord, la fragmentation. Ce qui est très étonnant, c'est que l'Alternative für Deutschland, donc le parti d'extrême droite, tellement extrême que même le Rassemblement national ne veut plus avoir affaire avec ce parti et a quitté le groupe qu'ils avaient ensemble au Parlement européen. Ce parti est devenu la deuxième force politique avec des sondages qui indiquent que le parti pourrait faire autour de 20 jusqu'à 25% des voix, ce qui est énorme dans le système allemand. Pour rappel, aux européennes, l'AfD avait fait, c'est pas si longtemps, 15,9%. Et la CDU-CSU, sous l'égide de Friedrich Merz, est passée en dessous des 30%. Donc, est fort, est la première force, mais pas si fort que ça. La SPD, donc le parti au gouvernement, ne peut espérer qu'autour de 15-17%, et les Verts autour de 13-15%. Et trois partis ne sont pas sûrs du tout d'être présents dans le prochain Bundestag, mais qui vont quand même capter des voix. Donc, les libéraux sont autour de 4%. Donc, en Allemagne, il faut 5% pour être présent au Parlement. Le parti de gauche, Die Linke, c'est pareil, on n'est pas sûr. Et un nouveau parti de gauche, mais très à droite sur l'immigration, le Bündnis Sarah Wagenknecht, aussi, selon les différents sondages, n'est pas sûr de pouvoir être au Parlement. Alors, quand on regarde ce paysage très fragmenté, on voit déjà la difficulté de former une coalition, parce que en termes de sièges, on va avoir un bloc de l'AfD qui sera en quelque sorte l'obstacle pour former une coalition majoritaire. Et beaucoup d'observateurs pensent que on devrait probablement passer par, à nouveau, une coalition à trois, donc des Verts, des sociodémocrates et de la CDU-CSU, pour avoir une majorité. Et c'est sur cela que le deuxième point, la polarisation autour du sujet de l'immigration joue, puisque encore en novembre, Friedrich Merz, donc celui dont on pensait qu'il sera le prochain chancelier, avait dit qu'il voulait appuyer sur le mauvais bilan économique du gouvernement sortant et ne pas mobiliser autour du sujet de l'immigration, puisque ça ne pouvait qu'aider l'extrême droite. Mais depuis la récente attaque sur un groupe d'enfants en maternelle à Aschaffenburg, c'est une ville très paisible en Bavière, par un Afghan qui aurait dû être expulsé déjà bien auparavant, cette bonne résolution ne tient plus, et elle tient d'autant moins que Friedrich Merz a décidé, alors que de toute façon, il ne peut pas légiférer actuellement, de mettre tout son crédit politique en jeu pour une résolution, donc une pure résolution qui a purement une valeur indicative, mais qui n'est absolument pas, qui va pas aboutir dans une nouvelle loi. Et a permis ainsi à l'AfD de jubiler et de dire c'est une révolution, c'est, comme on vient de le dire, la rupture. En allemand, on parle
du mur anti-feu. Et en fait, c'est la rupture du cordon sanitaire qui voulait qu'on ne cherche pas une majorité avec l'AfD. Pour conséquence, l'ancien président du CRIF allemand, Michel Friedmann, a quitté son parti, la CDU. Angela Merkel, on vient d'en parler, s'est immiscée à nouveau dans la campagne pour dire tout le mal qu'elle pensait de cette décision. Et un survivant de la Shoah, qui est assez connu en Allemagne, Albrecht Weinberg, a rendu sa grande croix de l'ordre du mérite allemand pour protester. Et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a félicité Friedrich Merz. Donc, en vérité, nous sommes maintenant face à une polarisation qui ne peut que aider l'AfD, et on cherche encore les raisons pour lesquelles Friedrich Merz, qui aurait très bien pu faire campagne sur ses propositions sans concourir à ce vote, qui sème quand même le doute s'il veut pas finalement envisager une coalition avec l'AfD, même s'il dit le contraire. Et dernièrement, on ne parle plus du tout des problèmes économiques de l'Allemagne, qui sont quand même très graves. Il y a un excellent livre de Wolfgang Münchau qui a le titre « Kaputt », je crois, tout le monde peut le comprendre, et qui montre qu'au-delà des problèmes énergétiques, nous sommes en face d'un retard sur la digitalisation, sur la mise à niveau de nos infrastructures, et que ça touche désormais aussi notre système éducatif. Et je crois que je m'arrêterai là pour les ressemblances avec la France. Merci beaucoup. Ça en fait quelques-unes. Nicolas Bavrez ne va pas manquer de les relever. Et c'est vrai que cette élection, elle intéresse évidemment la France et toute l'Europe. En fait, c'est un double test. Le premier test, c'est que l'Allemagne est avec la France l'homme malade de l'Europe. Donc, le premier test, c'est est-ce que l'Allemagne va trouver le moyen de se réveiller, de se relever et en fait de changer de modèle. Parce que comme on l'a dit, ces 2 années de récession, c'est pas seulement un problème conjoncturel, c'est ce modèle mercantiliste qui était fondé sur l'énergie russe bon marché, l'accès au travail à bas coût de l'Europe centrale et orientale, et puis les exportations vers les BRICS et avant tout vers la Chine, et puis aussi vers les États-Unis, tout ça fondé sur la force de l'industrie, l'automobile et la chimie. Bon, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'énergie russe. Le coût du travail, la productivité en Allemagne connaît des problèmes comme en France. Et par ailleurs, la Chine se ferme et les États-Unis menacent des droits de douane. Le deuxième test, c'est un test européen. Pourquoi ? Parce que c'est la première grande élection après non seulement l'élection de Trump, mais la mise en place de la machine Tusk. Et dans Tusk, il y a Musk, et Musk a fait, de même que Trump fait de l'Allemagne le symbole de son agressivité contre l'Europe, Musk intervient directement dans cette campagne avec un soutien très affirmé à l'AfD et à sa dirigeante, Madame Weidel. Normalement, le congrès de l'AfD, il est suivi par 400 000 personnes. Le fait que Musk l'ait relayé, il y a plus de 4 millions de personnes qui ont suivi ce congrès. Et on a vu quand même aux États-Unis l'impact que ça peut avoir dans une campagne. Donc, pour ces 2 raisons, c'est vraiment une élection dont les résultats portent au-delà de l'Allemagne. Donc, la première chose, est-ce que l'Allemagne peut se réformer sans passer par une forme de démocratie libérale ou d'expérience extrémiste. C'est important parce que c'est sans doute peut-être la dernière fois que l'AfD n'est pas vraiment en position directe d'accéder au pouvoir. Et là-dessus, c'est vrai que l'Allemagne a tout à fait les moyens puisqu'elle a une dette publique de 63% du PIB, mais le paradoxe, c'est que finalement, ce qui vient d'être dit, on a un slogan, l'agenda 2030, qui est d'ailleurs directement dérivé de celui de Gerhard Schröder, mais on ne voit pas trop pour l'instant ce qu'il y a derrière. Et en revanche,
les deux autres grands problèmes, l'immigration a occulté tout le reste. Et la troisième grande question qui est comment est-ce que l'Allemagne se réarme ? En fait, on a bien vu que là aussi, il y a plusieurs partis qui sont pro-russes, le parti, l'AfD, mais aussi le nouveau parti d'extrême gauche. On n'a pas de réponse claire là-dessus. Et pour l'Union européenne, la grande question, c'est finalement que cette union, on voit qu'elle a deux énormes problèmes. La compétitivité qui est en train de s'effondrer, donc une mécanique de paupérisation qui est en route. Et de l'autre côté, son problème de défense avec la pression de Trump. Il y a une feuille de route intelligente, argumentée, qui a été mise en place par le rapport Draghi. Madame von der Leyen l'a déjà mis à la poubelle. Et donc, le problème, c'est est-ce qu'on arrive à remettre en route cette feuille de route sur ces deux aspects vitaux, la compétitivité et puis la défense face à la Russie, et alors que la garantie de sécurité des États-Unis, visiblement, est très, très fragilisée. La dernière chose que je voudrais dire, quand on fait une comparaison avec la France, c'est qu'à la marge, il y a quelques traits communs, mais en réalité, la grande différence, c'est que l'Allemagne a les moyens vraiment de se réformer. La grande différence avec la France, c'est qu'on a quand même normalement une alternative politique autour de Friedrich Merz et qui n'est pas normalement une alternative d'extrême droite. Et la deuxième chose, c'est que l'Allemagne, alors c'est la pathologie inverse de la France sur la dette, c'est-à-dire que la dette est considérée comme immorale. Il y a une dette de 63% du PIB, un frein à l'endettement dans la Constitution et d'énormes besoins en capital pour faire la conversion du modèle économique, pour investir dans l'innovation, réorienter la transition écologique, parce qu'elle a pris un tour complètement aberrant. Et effectivement, l'Allemagne non seulement a mis son système énergétique cul par-dessus tête, mais elle menace la stabilité du système énergétique de toute l'Europe, et puis réarmer face à la Russie. Donc, ce qui est intéressant avec l'Allemagne, c'est que de toute manière, on ne peut pas remettre l'Europe d'aplomb sans l'Allemagne. Elle a les moyens, elle a vraiment les moyens de bouger. Et c'est pour ça que cette élection nous intéresse très, très directement. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe en reprenant ce qu'ont dit Michaela et Nicolas, c'est aujourd'hui le tâtonnement, en fait, en termes de comportement politique des hommes et des femmes politiques, à la fois en France et en Allemagne, pour reprendre la comparaison. Pourquoi ? Parce qu'avec l'élection de Donald Trump, auquel est associé Elon Musk, il y a une absence de limite. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, en fait, de l'absence de limite et de la capacité, en fait, à ne pas respecter toutes les catégories de ce qui représentait, j'allais dire, les mœurs politiques et géopolitiques. Qu'est-ce qu'a fait Elon Musk ? Il est intervenu à 4 reprises depuis le début de la campagne législative allemande et, au fond, il a donc fait de l'ingérence étrangère. On voit bien comment cette question de l'ingérence étrangère, d'ailleurs, est portée aujourd'hui, fait débat au niveau de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à l'intervention d'un acteur qui n'est pas européen, qui n'est pas allemand, qui, au fond, va déranger ouvertement une campagne électorale, un événement national. Je vous rappelle qu'au moment du Brexit ou au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu des ingérences étrangères, mais elles n'avaient pas pris le visage explicite, visible de X et de l'intervention d'Elon Musk. Donc il y a un sujet sur comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui face à des acteurs politiques qui ne se comportent plus comme avant. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, à ce comportement théâtral, on ne sait pas très bien si Elon Musk va vraiment jouer un rôle d'influence dans cette campagne, correspondent des réalités économiques et géopolitiques. L'Allemagne, ça a été dit, est très dépendante à la fois de la Chine et des États-Unis en ce qui concerne ses exportations, sa production, en ce qui concerne la Chine, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à un grand entrepreneur américain qui vient aussi s'ingérer dans les affaires politiques ? Comment est-ce qu'on concilie l'économie et la politique aujourd'hui ? Et moi, je trouve que il y a une difficulté, par exemple, à traiter aujourd'hui Elon Musk. Il y a une sorte d'admiration par rapport aux grands entrepreneurs. On a envie qu'ils viennent sur certains sujets, notamment sur l'intelligence artificielle dont on va parler ensuite. Mais on n'a pas envie qu'il s'ingère, qu'il intervienne dans les affaires politiques. Et du coup, on est
on est coincé d'une certaine façon. Donc moi, c'est ça qui me semble frappant, c'est qu'il y a le sentiment que Friedrich Merz a passé effectivement une limite lorsqu'il présente cette résolution au Bundestag, et il crée en cascade des réactions extrêmement négatives qui peuvent lui coûter des voix, je pense qu'on peut le dire, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il a pris un risque électoral majeur. Mais par rapport à cela, il est sans doute dans une situation où il se dit, mais comment est-ce que je fais ? Je suis coincé, je suis le futur chancelier, comment est-ce que je traite Elon Musk, les États-Unis, et du coup Elon Musk qui soutient l'AfD. Donc il y a quelque chose autour de ça. Et puis, par ailleurs, Michaela l'a rappelé, il y a tous ces attentats qui ont fait basculer en fait la hiérarchie des priorités des Allemands, puisque la question migratoire, il y a encore 6 mois, n'était pas la question, la première question en tête de gondole des élections. Donc on est aussi dans une vie politique où, en fait, il y a en permanence des bouleversements, une cyclotimie qui s'accélère. Mais comment, par rapport à cela, va se jouer la question de la coalition ? Ça me semble être un point important parce que les Verts allemands ont choisi très explicitement de pouvoir être CDU compatibles en adoptant un programme qui est en fait un programme très centriste sur le plan économique, en assumant d'avoir été au gouvernement et puis en ayant une position très pro-intervention en Ukraine, qui correspond aussi à celle de Friedrich Merz. Et donc, ils se sont éloignés d'Olaf Scholz, qui, lui, joue davantage sur un pacifisme qu'il imagine être plus structurant aujourd'hui dans la société allemande. Donc, chacun joue des atouts différents, mais les Verts ont perdu par leur participation au gouvernement pas mal de plumes. Ils ont fait des très mauvais résultats aux dernières élections régionales. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme coalition en Allemagne ? Soit une grande coalition, où on aurait de nouveau la CDU et le SPD. Et ça, est-ce que ça va être quelque chose qui, par rapport à ce que disait Nicolas, va provoquer la réforme sans AfD ? On ne sait pas, parce que d'une certaine manière, on connaît par cœur les protagonistes et on imagine assez mal que ça permette d'avoir un programme qui soit un programme ambitieux, réformiste, etc. Mais avec les Verts, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que sur la question migratoire, les Verts sont de toute façon sur la position d'Angela Merkel, ils sont beaucoup plus réservés, ils sont très pro-européens, ils disent qu'il faut respecter le droit européen. Et alors, est-ce que ça correspond à ce que pense la société allemande ? Je pense que la question du verdict des urnes va être fondamentale. Est-ce que les Verts feront mieux que dans les sondages ? Est-ce que, du coup, le bouger qu'a fait Friedrich Merz en prenant ce risque va provoquer plutôt un report vers les Verts, voire le SPD, mais Olaf Scholz est un très mauvais leader, tandis que Robert Habeck est un bien meilleur leader, me semble-t-il, en campagne. Donc on a un sujet sur l'incertitude des résultats électoraux par rapport à ce bouger de Friedrich Merz et la façon dont ça peut bénéficier aux Verts. Marc-Olivier Padis. Oui, ce que montre notre conversation, c'est que l'Allemagne est dans une situation d'incertitude à laquelle elle ne nous avait pas habitués depuis longtemps. Il y avait un modèle de stabilité allemand. Et en fait, la remise en cause du modèle allemand, elle joue sur les 3 tableaux, c'est-à-dire c'est économique, politique et géopolitique. Donc économique, comme l'a montré Nicolas, j'y reviens pas, le modèle mercantiliste fondamental est mis en question. La stabilité politique est assez forte. Michaela a parlé de fragmentation. On se demande si c'est fragmentation ou recomposition. C'est-à-dire fragmentation parce qu'il y a 2 partis de plus qui sont rentrés sur scène. Donc l'AfD depuis déjà quelques années, et puis le parti donc de cette dissidente de l'extrême gauche Die Linke qui s'appelle Sarah Wagenknecht et qui a donné son nom à son propre parti, qui a un positionnement très en rupture avec, disons, les traditions de la République fédérale, ce à quoi aussi on était habitué. Mais avec les chiffres qu'on a, 2 partis peuvent disparaître en fait du Bundestag. D'une part, le FDP, ce qui serait quand même tout à fait étonnant. Le grand parti qui a toujours été minoritaire, mais centriste quand même depuis toujours, et junior partner un peu de toutes les coalitions, qui était le pivot qui pouvait changer les coalitions pendant longtemps. Mais ce parti FDP, qu'on dit libéral-centriste, en fait, aujourd'hui, n'est plus ni libéral, ni centriste, ni pro-européen, ce qui était quand même son identité fondamentale. Et il a joué très curieusement dans cette coalition avec Scholz, en menant une guerre incessante contre les projets de Scholz et en mettant lui-même fin finalement à cette coalition sans en tirer électoralement aucun bénéfice. Donc c'est un peu stupéfiant cette stratégie des libéraux. Alors, les libéraux peuvent disparaître
Die Linke, l'extrême gauche, et une partie de l'ancien parti communiste est-allemand peut aussi disparaître, ce qui est quand même dans l'histoire allemande un phénomène important. Et puis il y a deux partis qui peuvent s'imposer plus nettement, donc l'AfD qui visiblement fera un bon score, et puis ce parti de Sarah Wagenknecht qui est à la fois populiste, pro-russe, anti-européen, est autour en fait de ce chiffre fatal des 5%, mais n'est pas destiné à jouer un rôle dans aucune coalition. Donc il y a une recomposition quand même assez forte politiquement. Mais cela dit, par rapport à ce qu'a dit Lucile, une coalition de CDU Verts reste possible aujourd'hui, même si les Verts font pas un très bon score. Et la CDU, qui était en très bonne position, en fait, a un candidat avec Friedrich Merz, qui est un peu le handicap principal du parti. C'est-à-dire que la CDU était en position de remporter largement ses élections. Et Friedrich Merz, comme d'ailleurs l'avait senti Angela Merkel, n'est pas une personnalité qui attire beaucoup de sympathie et donc ne réussit pas complètement sa campagne. Mais ils ont les moyens de faire une coalition minoritaire qui suffirait parce que le SPD ne va pas s'allier à l'AfD pour faire tomber le gouvernement. Donc ça reste une perspective possible. Enfin, dernier point géopolitique, comme on l'a vu, il y a trois fondamentaux allemands qui sont remis en question. Donc, comme l'a dit Nicolas, le mercantilisme est remis en question. Le pacifisme est remis en question parce que les Verts sont pour un soutien très fort à l'Ukraine. C'est plus le SPD qui garde cette tradition issue de l'Ostpolitik de Willy Brandt, un peu favorable à la Russie. Ils ont pris des positions ambiguës. Et puis l'atlantisme, avec tout le discours très agressif de Trump contre l'Allemagne. Et donc ça fait quand même beaucoup à remettre en cause pour les Allemands. Et peut-être, alors ce qui compte pour la France, un investissement plus fort de l'Allemagne sur les questions européennes, parce que Olaf Scholz était un peu en recul, avec quand même un alignement CDU tout à fait étonnant, puisque la présidente de la Commission vient de la CDU, le président du Parti populaire européen, qui est la première force politique au Parlement européen, Manfred Weber, vient de la CDU. Et donc si c'est un alignement de ces trois forces, Berlin, Bruxelles et le Parlement européen, ce serait quand même quelque chose d'assez inédit, mais peut-être favorable à des progressions de l'Europe. Michaela Wiegel. Oui, je voulais dire un mot sur les ingérences étrangères. Lucile a très bien soulevé cette question, mais en même temps, il faut savoir qu'en Allemagne, c'est probablement différent par rapport à la France. On a une tradition. Obama a à plusieurs reprises exprimé son soutien à Angela Merkel et a fait des mots lors des meetings. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qu'une personnalité, en l'occurrence un président américain, exprime ses préférences. Ce qui rend l'affaire Elon Musk encore plus cocasse, c'est que l'AfD, comme vous le savez, la plus grande usine en Europe de Tesla est à côté de Berlin, dans le Brandenburg. Et à l'époque, l'AfD avait organisé les manifestations contre, ce que Alice Weidel, bien sûr, n'a pas mentionné d'un seul mot. Là où ça devient plus problématique, je pense, c'est que Elon Musk, désormais, non seulement il exprime son soutien, son enthousiasme, mais qu'il donne aussi une lecture de l'histoire allemande et de la culpabilité allemande en disant il faut plus que vous vous sentez investi par le passé allemand, oubliez en quelque sorte la Shoah et regardez que vers l'avenir. Et là, on est sur quelque chose qui est la base du succès de l'AfD chez les jeunes, parce que c'est notamment à l'Est le premier parti chez les jeunes. L'AfD alimente à travers les réseaux sociaux une fascination pour la virilité, oui, en quelque sorte, un peu l'être supérieur allemand. Donc, on est en plein guerre culturelle et ça, malheureusement, à travers TikTok, à travers Instagram, ça attire
énormément de jeunes et c'est un phénomène que les autres partis ne maîtrisent pas parce qu'ils sont très mauvais sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Lucille Schmitt. Je voulais juste dire que ce qui est intéressant aussi par rapport à la recomposition et à la polarisation, c'est l'aspect territorial. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Verts font des scores extrêmement faibles dans tous les Länder de l'Est et que la question qui va se poser autour de ces élections, c'est le score de l'AfD à l'Ouest. Comment est-ce que les choses vont se jouer ? Est-ce que l'AfD est d'abord un parti qui a prospéré à l'Est de l'Allemagne ? Le sujet de l'unification politique est un sujet aussi important. Et évidemment, ça jouera un rôle dans le choix de Friedrich Merz en ce qui concerne la coalition. Nicolas Barrez. Dans les atouts de l'Allemagne, je voulais quand même marquer qu'il y a une vitalité de la société civile qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. On a eu, par exemple, un engagement clair du patronat contre l'AfD. Et par ailleurs, on a des patrons qui se sont engagés pour marquer le caractère critique de la situation économique et faire des propositions. Et il y a d'autres pans de la société qui sont tout à fait actifs. Donc cette vigueur de la société civile est un atout pour l'Allemagne et la différencie de la France. Je vous remercie. Je vous propose de passer au deuxième des sujets que nous avons retenus, le sommet de l'intelligence artificielle, les rêves européens et le monopole américain. Après les sommets de Bletchley Park au Royaume-Uni en 2023 et de Séoul au printemps dernier, le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle réunira les 10 et 11 février le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, un événement de portée mondiale réunissant chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'entreprises, universitaires, chercheurs, organisations non gouvernementales, artistes et membres de la société civile. L'événement a pour ambition de mettre la France et l'Europe sur la carte mondiale de l'IA, mais aussi de rendre compréhensibles au grand public les enjeux liés à cette technologie. Les discussions s'orienteront autour de 3 objectifs prioritaires: le développement d'une intelligence artificielle plus durable, cette technologie étant particulièrement énergivore, plus ouverte et au service de l'intérêt général, et la mise en place d'une gouvernance mondiale plus inclusive. Alors que les précédents sommets se concentraient surtout sur les risques, celui de Paris mettra en avant les opportunités qu'offre cette technologie. 2 régulations très différentes s'opposent. Alors que les Européens veulent réguler a priori l'IA, les Américains ont opté pour de grands principes, certes ambitieux, mais non contraignants. La présence d'Elon Musk dans la nouvelle administration américaine, alors que le milliardaire vient de lever 6 milliards de dollars pour son entreprise d'intelligence artificielle XIA, risque d'accélérer ce découplage entre les États-Unis et l'Union européenne. Dans la lignée du rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe, le sommet de Paris doit surtout renforcer la place de l'innovation dans l'approche européenne de l'intelligence artificielle, approche que soutient Paris au sein des 28. Il s'agit de limiter drastiquement une approche qui serait principalement centrée sur les risques, encadrant les entreprises innovantes et qui ne permettrait pas au continent européen de prendre le tournant de cette nouvelle révolution technique. L'intelligence artificielle est devenue un véritable enjeu de souveraineté pour les États. Donald Trump a annoncé mardi le projet Stargate, comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars pour construire des centres d'hébergement et de traitement des données, les fameux data centers, indispensables pour faire fonctionner les intelligences artificielles. Selon Bloomberg, les grandes entreprises de la tech américaine vont dépenser 274 milliards de dollars en investissement en capital dans l'intelligence artificielle en 2025. C'est presque 2 fois plus qu'en 2023. Avec ces 20 milliards d'euros d'investissement par an, dont 4 milliards en France, l'Europe reste donc largement distancée par les États-Unis sur cette question. Marc-Olivier Padis. Oui, ce qui peut surprendre dans ce sujet, c'est qu'il présente encore un aspect très spéculatif. On sent qu'il y a une révolution commence à s'installer, mais on ne sait pas exactement quelle direction elle va prendre. Et pour éviter une certaine inflation spéculative et même parfois des prises de position un peu prophétiques, je pense qu'il faut lever tout d'abord une espèce de malentendu de vocabulaire. Parce que autour de l'idée d'intelligence, ce terme a des connotations très différentes en anglais et en français. C'est-à-dire que si on se souvient que par exemple Intelligence Service
c'est des services de renseignement, en fait, ce que nous, on appelle des services de renseignement. Et donc, il faudrait comprendre que le sens de intelligence en anglais n'est pas du tout intelligence en français, c'est du traitement de l'information. Pour les Français, dans notre tradition issue de Descartes, l'intelligence renvoie plutôt à la pensée, à une dimension réflexive, un retour sur soi, et ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Et donc je fais cette remarque parce que je pense qu'il ne faut pas attendre d'une technologie ou craindre d'une technologie ce qu'elle ne fait pas. Donc ce que fait l'intelligence artificielle, c'est du traitement massif de l'information avec une méthode statistique et une fonction générative qui est très nouvelle, qui présente donc une interface en langage naturel qui donne un usage très facile ou une impression en tout cas d'usage facile, parce que je pense qu'on ne peut pas se dispenser de formation par rapport à ces nouveaux outils qui apparaissent. La deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que en quoi est-ce que cette rupture technologique est différente des ruptures que nous avons connues ces dernières années? C'est que l'IA se présente comme une, je vais utiliser un anglicisme, je m'en excuse, une general purpose technology, c'est-à-dire une technologie dont les usages peuvent être multiples, un peu comme l'électricité. Quand on a commencé à maîtriser l'électricité, on ne pouvait pas prédire exactement tous les usages qui en seraient faits. Et aujourd'hui, c'est comparable, cette révolution de l'IA, c'est-à-dire que les premiers usages qui se mettent en place ne sont peut-être pas ceux qui sont destinés à être les plus répandus dans quelques années. Alors il y a déjà, de ce fait, l'impact de l'introduction de cette technologie est difficile à imaginer. La vitesse d'adoption de cette technologie montre qu'elle va se diffuser massivement. On a les chiffres sur, par exemple, un des outils conversationnels qui s'appelle ChatGPT est utilisé chaque semaine par 250 millions d'utilisateurs, et c'est un chiffre probablement déjà dépassé. Mais il y a un certain flou sur l'impact. Par exemple, il y a déjà eu des études macroéconomiques sur quel va être l'impact sur l'emploi. Est-ce que ça va détruire, créer de l'emploi? Et moi, j'ai regardé un peu, il y a différentes études de très bonne qualité, mais elles divergent par une échelle de 1 à 10 sur l'impact. Donc, c'est quand même difficile de se faire une idée à partir de là. En revanche, ce qu'on observe à l'échelle micro, à l'échelle des entreprises, c'est une très forte appropriation par les salariés. On parle déjà dans les entreprises d'IA clandestin, c'est-à-dire le fait que les salariés, pour accomplir des tâches, et souvent des tâches routinières, un peu répétitives, ont recours à l'IA, mais sans forcément le dire ou le partager avec leurs collègues, et encore moins avec leur hiérarchie. Donc, il y a un enjeu pour les entreprises d'appropriation et de négociation. Et deux derniers points. Ce qui est particulier aussi avec cette technologie, c'est qu'elle va impacter l'emploi des cols blancs plutôt que des cols bleus. C'est-à-dire que l'IA modifie des tâches qui sont des tâches de rédaction, des tâches de synthèse, de recherche de documentation, qui concernent plutôt des gens dans les bureaux, des gens assez qualifiés, et pas du tout, comme les précédentes révolutions, des tâches de manutention ou des tâches très de type ouvrier employé. Dernier point, Philippe a intitulé cette discussion « Rêves européens, monopole américain », mais on pourrait ajouter « coup de tonnerre chinois », parce que ce qui s'est passé cette semaine, c'est l'apparition d'un nouvel outil, DeepSeek, qui vient de Chine et qui montre qu'on peut faire un outil aussi performant avec une meilleure architecture informatique pour un coût financier et probablement énergétique bien moindre que ce qui existait jusqu'à présent. Ce qui était déjà un peu l'intuition de la start-up française qui travaille sur le sujet, qui s'appelle Mistral, qui disait mais on peut faire quelque chose de plus économe. Et de ce fait, le projet américain Stargate, avec les sommes absolument spectaculaires qui étaient annoncées, qui visaient à distancer véritablement, enfin donner une avance décisive aux Américains par rapport aux Chinois et aux États-Unis. Ce scénario de l'innovation approprié par les Américains, en quelque sorte, a déjà eu du plomb dans l'aile cette semaine, où on voit qu'une start-up chinoise peut s'imposer très très rapidement. Donc les choses sont encore extrêmement mobiles sur ce sujet. Lucille Schmitt. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de repartir peut-être des objectifs que la France s'est donnés pour ce sommet, puisque depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République,
on fait des sommets qui sont des sommets destinés à marquer la planète. On a eu le sommet Make Planet Great Again. Excusez-moi, je suis obsédée par Trump. Et maintenant, on a le sommet de l'intelligence artificielle avec une vision centrée autour de l'idée qu'il y aurait une intelligence artificielle de l'intérêt général. C'est aussi une expression fétiche du président de la République. L'idée d'une intelligence artificielle autour de l'intérêt général, ça montre en fait notre ambivalence et nos craintes à l'égard de ce phénomène que définissait Marc Olivier. C'est-à-dire que comme ça se diffuse très vite et que la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les usages d'une certaine manière se percutent, on ne sait pas très bien où ça va aller. Et donc, l'idée de dire intérêt général, c'est de dire, au fond, l'intelligence artificielle peut être au service d'un projet de société plus inclusif où, en tout cas, les choses vont s'améliorer ou au service du progrès. Frédéric Worms, le directeur de l'École normale supérieure, qui sera associé au sommet, puisqu'il y aura pas mal, en dehors de la réunion des chefs d'État, pas mal d'événements dans lesquels il y aura des chercheurs du monde entier et aussi le public est convié à ces événements à côté du sommet officiel, du sommet diplomatique, dit assez justement que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une sorte d'intelligence artificielle plus, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui se consacrerait, qui serait orientée vers les sujets sur lesquels on améliore la vie des gens. Et en cela, il cite d'abord la santé, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en ce qui concerne par exemple le traitement contre le cancer, la question de nouveaux médicaments, il parle aussi d'éducation. Alors là, j'ai pas très bien compris parce que le sujet pour l'instant pour les parents qui voient comment leurs enfants utilisent ChatGPT, c'est comment au dernier moment à minuit on fait un devoir et comment au fond d'une certaine manière, d'ailleurs mon fils me disait ChatGPT c'est comme la vache folle, c'est-à-dire que tu mets des textes du contenu, il y a une explosion des contenus de ChatGPT et ensuite ChatGPT va aller chercher des contenus qu'il aura lui-même générés. Donc on est dans une situation où en tout cas cet enjeu de ChatGPT et de son usage, puisque 70% aujourd'hui des 18-25 ans l'utilisent, est un sujet de régulation. Donc on voit bien l'IA de l'intérêt général, il va falloir le définir, mais ça peut être très bon sur la santé, ça peut être très bon peut-être sur l'éducation, ça peut être aussi très bon sur les questions climatiques parce que ça permettra de modéliser d'une manière plus efficace que nos modèles actuels qui sont déphasés, mais il reste à définir le truc. La deuxième chose qui est intéressante est toute la discussion sur les infrastructures ouvertes, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'OpenAI qui a créé ChatGPT n'est plus du tout ouvert, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces discussions, d'ailleurs suscitées par Elon Musk en disant « vous n'avez pas le droit d'avoir ce nom-là parce qu'au fond vous n'êtes pas open ». Effectivement, il y a aujourd'hui tout un débat sur l'opacité en fait des modèles et la possibilité d'organiser une intelligence artificielle ouverte. Et ça, c'est un sujet sur lequel l'Europe peut être effectivement en pointe, en articulant la question de l'intelligence artificielle, de l'enjeu démocratique. Mais il y a un sujet sur l'utilisation des données, c'est-à-dire que l'opacité des systèmes, c'est ça qui crée aujourd'hui la discussion, c'est à quoi nos données, puisqu'on les confie à l'intelligence artificielle, à quoi vont-elles servir, comment elles vont être utilisées par les entreprises. Et en ce sens, quand Marc-Olivier parle de DeepSeek, donc le coup de tonnerre chinois, il y a aussi un sujet. Certes, DeepSeek, l'application est très téléchargée, mais la question sur l'utilisation des données par DeepSeek est un sujet qui est ouvertement posé, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que DeepSeek est directement en ligne avec le gouvernement chinois. Troisième point, enfin, qui me semble assez important, la question la façon dont les Européens peuvent réellement réagir par rapport au modèle américain. On voit bien qu'il y a une sorte de surenchère à l'argent. Quand Donald Trump évoque le chiffre de 500 milliards de dollars, de toute façon, Donald Trump, c'est aussi quelqu'un qui fait des grandes annonces et on verra, on ne sait pas du tout où trouver ces milliards, on ne sait pas du tout en quoi ils consistent, il se trouve, il n'y a que 50 milliards. Et le sujet, c'est surtout de bien différencier entre l'argent public et l'argent privé. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est pas les États qui vont mettre l'argent sur l'intelligence artificielle. Ils peuvent réguler, ils peuvent encourager, insister. Et encore une fois, le sujet, c'est la façon dont ça déclenche quelque chose en termes de levée de fonds. En France, par exemple, la levée de fonds sur l'intelligence artificielle a été au premier rang de toutes les licornes depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, elle marque le pas. Comment est-ce qu'on peut faire d'un phénomène de levée de fonds européen quelque chose d'important? Il faut plus se situer seulement à l'échelle française, où la France a des licornes, a des champions nationaux, mais il faut qu'elle accepte, la France, de passer aussi à l'échelle européenne. Et il faut qu'à l'échelle européenne, on ne régule pas a priori un phénomène qui en fait n'est pas régulable a priori. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique telle entre recherche fondamentale, recherche appliquée et usage que réguler a priori, c'est prendre le risque de l'inefficacité. Nicolas Bavrez. Quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est une vraie révolution. Et on a un exemple contraire intéressant qui est le métaverse, sur lequel on a eu un énorme marketing. C'était un espèce de monde virtuel qui n'apportait strictement rien au monde réel. L'IA, elle apporte vraiment. Quand on regarde
le retour de la productivité aux États-Unis, 2,5% par an, l'IA joue un rôle. Quand on regarde également des secteurs comme la santé, mais prenons par exemple le militaire, l'IA a joué un rôle extrêmement important dans les opérations en Ukraine et encore plus dans les opérations au Moyen-Orient. Donc là, on n'est pas dans le rêve, on est dans une technologie qui a déjà des applications et qui change beaucoup de choses. Donc on pense qu'il y aura au moins 1,5 milliard d'utilisateurs en 2027 et un chiffre d'affaires autour de 15 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Et ce que je trouve intéressant, c'est que autour de l'IA, on a vraiment une caricature du fonctionnement de la géopolitique du monde du XXIe siècle. Donc, les États-Unis innovent, la Chine imite, l'Europe régule et la France fait des conclaves. Et donc, je reviens à ces différents aspects. Donc, les États-Unis, avec tous leurs défauts, c'est vrai qu'il y a l'affichage, mais incontestablement, c'est comme sur l'espace, il y a des ruptures, des vraies innovations de rupture qui sont faites et qui sont faites principalement par les États-Unis. Ils en ont bien conscience et donc c'est au cœur de la guerre technologique avec la Chine aujourd'hui, avec l'embargo qui a été d'ailleurs mis en place par l'administration Biden et qui est un embargo systématique. C'est aussi effectivement au cœur maintenant un phénomène qui est intéressant. On n'a jamais réussi à appliquer la concurrence aux GAFAM, sauf que l'IA les met en concurrence pour de bon. Et là, ils sont dans un affrontement qui est féroce pour prendre le contrôle. Du côté chinois, c'est clair qu'on a vu DeepSeek. Donc, les trois problèmes qui sont posés, c'est qu'il y a sans doute pas mal de parts d'imitation, de pillage. Il y a par ailleurs une IA sous contrôle du gouvernement. On le sait si, par exemple, on cherche à interroger DeepSeek sur Tiananmen, on a une page blanche. Et puis, il y a le fait que les données sont pillées. Alors ça, c'est partagé d'ailleurs aussi par le système américain qui pille. Mais par exemple, TikTok, c'est une machine à déverser des données du monde entier dans les entreprises chinoises qui travaillent sur l'IA. Et en tout cas, là où la Chine a quand même fait passer un message très important, c'est que on a tous un doute sur le fait qu'un système totalitaire arrive à rester sur la frontière technologique. Et avec la Chine, on est obligé de se dire qu'il y a un point d'interrogation. Alors, ça sera de l'IA totalitaire, mais est-ce qu'ils seront capables d'en produire ? La réponse est sans doute oui. Le problème de l'Europe, c'est qu'on a un système qui prétend réguler, mais qui ne produit pas et qui n'innove pas. Donc, je rappelle qu'on a l'IA Act qui a été passé en 2024, qui va s'appliquer à partir d'août 2025. Mais en réalité, puisque y compris Mistral, en réalité, est sous capitaux américains. Donc, et ça, c'est la position de l'Europe, c'est la même que sur la transition écologique, et c'est une position qui est intenable. Et donc, l'Europe va se retrouver avec le choix d'avoir sa régulation, mais de se couper complètement de cette innovation, ou alors d'accepter de ne pas l'appliquer, ce qui est malheureusement un peu le cas. Et quant à la France, la France fait discuter, elle organise ses grands sommets diplomatiques et qui ne déboucheront sur rien, parce que toutes les idées, l'IA troisième voie, ouverte, éthique, frugale, inclusive, tout ça est très gentil, mais ça ne rime... il n'y a rien derrière. Et donc, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, en Europe et en France, on a plein d'atouts pour faire de l'IA. Notamment en France, on a de l'énergie décarbonée normalement. Il faut du nucléaire pour faire de l'IA et pour faire des data centers. On a des emprises foncières, on a de l'énergie et on n'en fait rien. Et donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que je pense que l'IA aux États-Unis, elle est développée par des ingénieurs qui sont français, européens, indiens. On a les talents et on envoie 300 milliards de capital par an aux États-Unis pour qu'ils nous prennent nos meilleurs talents, nos meilleures idées et développer ça chez eux. Donc arrêtons et faisons-le chez nous et produisons, innovons au lieu de réguler.
Michaela Wiegel. Oui, alors je voulais revenir sur la dimension diplomatique de ce sommet. Moi, je pense que c'est quand même un coup de maître du président Macron de mettre à un moment où non seulement il y a une suprématie sur l'IA des États-Unis, mais où nos relations avec Trump doivent être définies, de faire co-présider ce sommet par l'Inde. L'Inde qui est un peu l'acteur qui, effectivement, Nicolas vient de le mentionner, qui fournit beaucoup d'ingénieurs, de mathématiciens, mais qui se cherche encore un rôle. Et je crois que s'il y a une voie de passage pour que l'Europe ne disparaît pas et devient uniquement un réservoir à talents qui vont être attirés ailleurs, il est très important d'essayer de jouer effectivement les pays qui cherchent aussi un rôle dans cette compétition qui s'annonce féroce entre les États-Unis et la Chine sur l'IA. Alors, dans cette dimension, je pense qu'on devrait s'arrêter quand même un petit peu sur les pressions de la Silicon Valley et de toute façon de toute l'industrie de l'intelligence artificielle aux États-Unis pour la victoire de Trump. Il y a eu un entretien très, très intéressant avec Marc Andreessen, qui est un des plus grands investisseurs à travers son fonds Andreessen Horowitz dans la tech et notamment dans l'intelligence artificielle, et qui expliquait dans le New York Times comment, en étant démocrate pendant des décennies, la volonté de réguler l'IA de l'administration Biden a poussé tous les entrepreneurs de la tech dans les bras de Trump. Et je crois qu'on sous-estime probablement le changement que Donald Trump va et notamment sur le plan éthique, va introduire, c'est-à-dire il va enlever toutes les barrières que l'administration Biden avait mis au développement de l'intelligence artificielle. Et je pense donc le moment est propice pour que l'Europe, je suis d'accord sur tout ce que Nicolas a dit sur les faiblesses de l'Europe, notamment que nos startups, ils se font racheter tout de suite dès qu'ils ont des idées géniales. C'est pareil en Allemagne. Mais si on veut sortir de là, je pense que ça peut être un début au moins de se positionner et aussi de voir comment on peut jouer un rôle. Effectivement, l'exemple chinois montre que ce n'est pas seulement une question des moyens. On parle même de moment Spoutnik pour les États-Unis. Ce producteur de Nivea a fait une perte boursière qui était exceptionnelle, puisqu'on a vu qu'on n'avait probablement pas besoin d'investir autant pour obtenir un bon modèle. Donc, je pense effectivement cette ouverture donne des possibilités, mais il est vrai, il ne faut pas que l'Europe devienne uniquement une puissance de régulation. Lucille Schmitt. Oui, un tout petit mot à propos de la question écologique. On le sait, la question d'une IA durable est aussi sur la table. En écoutant Nicolas qui parlait du fait qu'on avait du foncier et du nucléaire, c'est vrai. Mais l'IA est extrêmement consommatrice effectivement en énergie, en électricité. Du coup, la question de développer des petits réacteurs nucléaires qui seraient adossés au centre de données est posée. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le modèle DeepSeek, c'est que du coup, il y a la question de l'économie, y compris sur les enjeux écologiques, d'énergie, d'eau, etc. Et sachant que, étant donné la façon dont ça se diffuse très vite, l'enjeu de l'effet rebond, c'est-à-dire au fur et à mesure que ces technologies sont disponibles, la façon dont on multiplie les usages, est un enjeu qui pose déjà des problèmes d'arbitrage des ressources, par exemple en eau sur certains territoires. Donc l'enjeu d'une IA durable est aussi un enjeu important. C'est pas seulement parce qu'il faut préserver le climat et la planète, c'est aussi parce qu'il faut pouvoir avoir de l'électricité pour d'autres usages et de l'eau pour d'autres usages. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à la dernière étape de notre conversation, celle des brèves, que j'ouvrirai en rappelant ce mot de Jean Missler qui disait « Le tourisme est une industrie qui consiste à transporter
des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. On a eu cette semaine une illustration des effets négatifs du tourisme. D'abord, on a eu une démonstration du fait qu'il a des effets négatifs à travers les propos de Laurence Descartes sur la situation du Louvre qui a engendré une intervention du président de la République. Depuis le milieu des années 90, on sait que le tourisme est quelque chose qu'il faut arriver à réguler, qu'il faut avoir une politique de tourisme et qu'il faut le faire, d'abord parce qu'il y a des transformations considérables qui sont liées à son augmentation. Je pense par exemple à Paris, à la transformation de tous les quartiers qui sont des quartiers visités, des quartiers historiques, et dont le tourisme a contribué à faire évoluer vers le plus cher, ce qui est à la fois l'habitat et en même temps les modes de consommation courante, en transformant les magasins de première nécessité en magasins destinés non plus à des habitants, mais à des passagers. Mais depuis le milieu des années 90, on se heurte toujours à des gens qui n'ont qu'un raisonnement financier à courte vue, qui consiste à dire « Ah oui, mais le tourisme, c'est de l'argent ». Ben, c'est de l'argent, là maintenant, c'est de l'argent qui coûte, on le voit avec l'exemple du Louvre. C'est pourquoi j'ai trouvé absolument stupéfiant, pour rester dans un mot qui marque l'importance de l'effet, sans chercher à la qualifier, les propos du président de la République qui veut faire passer de 9 à 12 millions le nombre de visiteurs du Louvre et qui veut doubler aussi également le nombre de scolaires. C'est-à-dire qui, pour mieux soigner la dégradation du bâtiment, veut organiser cette dégradation, mais faire en sorte qu'elle aille plus vite. Cette réflexion sur le tourisme, avant qu'il nous arrive la même chose qu'il arrive à Barcelone, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de gens qui manifestent de manière très agressive contre les visiteurs étrangers, avant qu'il nous arrive la même chose, il est temps, me semble-t-il, de réfléchir à une politique touristique qui dégage et qui demande d'abord qu'on réfléchisse au tourisme culturel, dont on se demande en quoi il consiste. C'est-à-dire si c'est un fait culturel de s'entasser pour aller voir la Joconde, la photographier à toute allure et ficher le camp, je me demande un peu si ça ne mériterait pas qu'on y réfléchisse. Et par ailleurs, il y a des possibilités de favoriser un tourisme, j'allais dire un tourisme intelligent, c'est-à-dire un tourisme actif, un tourisme qui ne soit pas seulement un tourisme de consommateurs, en mettant en avant un certain nombre de ressources qui ne sont pas les ressources les plus connues du pays. Il y a autre chose que le Louvre, il y a autre chose que le musée d'Orsay, et Dieu sait à Paris, par exemple, si les églises sont des endroits, je parle là pour le tourisme qui s'intéresse à l'art, sont des endroits d'une extrême richesse, à condition que la municipalité veuille bien les entretenir et reprendre ça. Ça arrive d'ailleurs dans quelques églises. Si vous avez le temps, allez donc voir Notre-Dame de Lorette, où la restauration des tableaux est remarquable, celle de Saint-Germain-des-Prés, je crois, connue de tout le monde. Donc, je pense que j'espère qu'on n'appliquera pas les recommandations du président de la République et j'espère qu'on réfléchira aux possibilités de favoriser un autre tourisme que ce tourisme vorace, tourisme de consommation vorace. Lucille Schmitt. Oh, combien je suis d'accord avec Philippe. Voici ma brève. Non, j'avais aussi envie de vous recommander la lecture du dernier ouvrage de Louise Gluck, Marigold et Rose, un récit. C'est le seul ouvrage de Louise Gluck, donc qui a été prix Nobel, la poétesse américaine prix Nobel en 2020, mais qui est morte prématurément d'un cancer en 2023, et qui est entièrement en prose. Et ce qui est passionnant, c'est que ça raconte la vie intérieure de deux jumelles, de deux bébés qui ont 1 an, et ça raconte l'espèce d'échange permanent donc entre deux êtres qui ne savent pas parler. Et à partir de là, c'est une sorte de conte en fait sur l'invention du langage et sur la question de la différence et de la sororité, puisque l'une, Marigold, Louise Gluck adorait la botanique, donc Marigold le souci et Rose, la rose. Marigold écrit un livre dans sa tête, tandis que Rose est le parfait bébé. Et donc il y a quelque chose d'éminemment poétique entre l'échange de ces deux jumelles qui, par ailleurs, nous renvoie évidemment à la question de, avant même d'avoir le langage, comment déjà elles anticipent sur ce que va être leur existence. Et vers 1 an, elles se disent, on va avoir des mots, et dans ce cas-là, elles se posent la question de la vie et de la mort et de comment elles vont vivre. C'est assez passionnant. Michaëla Wiegel. Oui, alors moi, c'est beaucoup moins poétique. Je voulais recommander un numéro de Questions internationales sur l'Allemagne et changement d'époque, édité par la Documentation française, et qui donne vraiment, qui permet de prolonger en quelque sorte notre émission d'aujourd'hui. Et le livre de l'historien allemand Karl Schlögl, L'avenir se joue à Kiev, l'essence ukrainienne, c'est
passionnant puisque c'est un historien qui décrit les lieux. Il décrit l'histoire à travers les lieux qu'il a vus et certains de ses écrits dans ce livre datent d'avant même l'annexion de la Crimée c'est un plaidoyer assez exceptionnel pourquoi l'Ukraine doit faire partie de l'Europe. Nicolas Bavrez. Gallimard vient de publier un quarto qui comprend un recueil de romans et de nouvelles de Jim Harrison. Jim Harrison, c'est vraiment un immense auteur américain, c'est l'homme des grands espaces et de la nature. Mais là, ce recueil est centré sur ses héroïnes. Et dans les héroïnes, évidemment, on pense à Dalva. Harrison, c'est l'homme qui disait la chose suivante: la France est une de mes 7 obsessions avec l'alcool, les cabarets de striptease, la chasse, la religion, la route et la nature. On n'est pas obligé. L'obsession de la France, on est obligé de la partager. Pour le reste, on n'est pas obligé de partager toutes les obsessions de Jim Harrison, mais ça vaut vraiment la peine de le dire, depuis Légende d'automne jusqu'à ce quarto. Marc-Olivier Padis. Comme Michaela, je voudrais recommander un livre sur l'Ukraine de l'historienne américaine qui s'appelle Marcy Shore, La nuit ukrainienne. C'est publié chez Gallimard. Marcy Shore est une historienne spécialiste de l'Europe de l'Est. Elle a vécu près de l'Ukraine en 2013-2014, donc au moment de la révolution du Maïdan. Et la thèse du livre, c'est que la société ukrainienne telle qu'elle existe aujourd'hui est née sur le Maïdan. Donc le Maïdan, c'est la place centrale de la capitale ukrainienne Kiev, où les Ukrainiens ont manifesté au cours de l'hiver 2013-2014 pour protester contre la pression qui avait été mise par Vladimir Poutine sur le président corrompu ukrainien Yanukovych pour refuser de signer un accord d'association avec l'Europe. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une mobilisation tout à fait inattendue, extrêmement intense des Ukrainiens, qui a forgé la nouvelle identité politique d'où est sorti l'esprit de résistance que les Ukrainiens opposent maintenant à la Russie. Et c'est tout à fait ce que Poutine a sous-estimé en lançant son attaque contre l'Ukraine. Il n'avait pas vu que la société ukrainienne avait été profondément transformée par cet épisode. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparé, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire règle les questions liées aux plateformes de financement. Je remercie aussi François Citon, dont c'est le dernier jour de stage et qui a préparé avec nous toutes les thématiques et tous les badas depuis le 1er septembre. Je remercie Manon Boisard qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique notre conversation et Julien Neuville qui produit avec Nouvelles Écoutes notre podcast. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la conversation avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur Notre-Dame. Dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public et dimanche en 15 à l'École Alsacienne pour un enregistrement en public.